Ce cours, il est présenté à la fac en deux parties. Donc, dans une première partie, le prof, qui est Jean-Philippe Brangeva, il va présenter donc, tout ce qui est les bases du cours, à savoir la constitution des atomes et les trois principales étapes de l'IRM. Et dans la deuxième partie, il va aborder l'aspect un peu plus technique de ces trois étapes qui constituent l'IRM, avec des formules, avec des démonstrations. Donc, moi, je vous conseille fortement d'aller en cours, surtout que le prof, il est très clair dans ses explications. Et finalement, au concours, les questions, elles sont pas si alambiquées que ça, elles sont pas si complexes que ça. Donc, donc, je pense que c'est vraiment utile d'aller en cours. Moi, j'avais été, à l'époque, c'était fait en trois cours. J'avais été aux trois cours et franchement, ça m'avait permis vraiment de dégrossir et de gagner du temps par la suite. Donc, euh, le but du cours, alors, attendez, le but du cours, c'est d'expliquer comment on arrive à faire de l'imagerie médicale qui est non invasive, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le corps et on arrive à obtenir des images dans l'intérieur du corps. Comme par exemple ici, on constate qu'on a une coupe du cerveau et ça, c'est la première chose qu'on constate. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que dans cette coupe du cerveau, les structures qui sont présentes, elles n'ont pas toutes le même teint. Par exemple, si je vous prends le corps calleux, eh ben, le corps calleux, il sera plus clair que la substance grise. L'os sera plus clair que la substance grise. Et en fait, le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les atomes qui se situent dans le corps calleux vont nous donner un signal qui sera plus clair que les atomes qui sont situés dans la substance grise, etc. Donc, à partir de ça, on va définir le plan du cours. Donc, le plan, il va être un peu différent que celui qui va vous être présenté en amphi par le prof, pour des raisons très simples. C'est que la première partie du cours, c'est essentiellement des choses que vous connaissez. Dans la première partie du cours, on va parler des ondes électromagnétiques, donc on va vous parler du spectre de la lumière blanche, on va vous parler de, on va vous parler de tout ce qui est spectre électromagnétique. On va vous donner la définition d'une onde. Donc, c'est des choses qui sont assez faciles et que je pense que ce n'est pas intéressant de voir en cours puisque c'est à la portée de tous. Dans ce cours, on va principalement s'intéresser sur, aux trois étapes de l'IRM qui sont la polarisation, l'excitation et la résonance. Ça va être toute la deuxième partie de notre cours. Et la première partie, ça va être de savoir comment les atomes réagissent face à un champ magnétique. Donc, dans la première partie du cours, on va se poser deux questions. Est-ce que les atomes ont des propriétés magnétiques? Et si oui, à partir de ces propriétés magnétiques, comment on va faire pour les exploiter et obtenir une image d'IRM? OK? Donc, avant de se lancer euh, avant de répondre à la première question, il faut revenir au fondement de la matière. Donc, des choses très simples. La matière est constituée d'atomes. Ces atomes, ils ont un noyau et une couche électronique. Premier point qui est important de ce cours, c'est que dans ce cours, on met complètement de côté les électrons. On ne parle pas des électrons, on va parler que du noyau. Et attention à ne pas se confondre, puisque on va voir dans une partie du cours que les électrons et le noyau, dans les deux situations, on a une notion d'orbital. Vous avez vu les orbitales atomiques pour les électrons en UE1. Là, on va voir les orbitales atomiques, mais pour le noyau. Donc, moi, ça m'avait pris du temps à comprendre ça. Quand j'étais en première année, je ne comprenais pas pourquoi on me disait les noyaux, ils sont situés dans des couches NLMS. Mais en fait, le noyau, les protons et les neutrons, en fait, les nucléons, ils se répartissent dans des orbitales comme les électrons se répartissent dans des orbitales. La systématisation, elle est la même. OK? Donc, l'objectif de la RMN, ça va être de perturber les noyaux atomiques grâce à des champs et des ondes électromagnétiques et d'observer ensuite le comportement de ces noyaux. Donc, ça, c'est une phrase qui est très, très importante. C'est que, en fait, c'est quoi le principe de base de l'IRM? C'est que je prends un noyau de sodium, je le perturbe. Ensuite, j'enlève cette perturbation et je regarde en combien de temps ce noyau de sodium il va revenir à sa position initiale. Il y aura un certain temps, un temps T1. Je prends maintenant un noyau d'argent et je le perturbe,
j'enlève la perturbation, donc je fais le même procédé, et je regarde en combien de temps ce noyau d'argent il va revenir à sa position initiale. Il y aura un certain temps qui va être T2, mais différent que le temps du sodium. Donc en fait, ça c'est le principe de base de la RMN, c'est de mesurer le temps de relaxation, en fait, le temps où le noyau il va revenir à sa position initiale, et en fonction de ce temps, on va convertir ça en images, et c'est ces images qui vont nous permettre de faire de l'imagerie en pratique courante. Donc ça, c'est le principe de base de la RMN. Je calcule un temps, le temps qu'un noyau se met pour revenir à sa position initiale après sa relaxation, et à partir de ce temps, je fais des transformations et j'obtiens une image. OK? Donc, on a dit que le principe de base de la RMN, c'est que ça reposait sur l'utilisation de champs magnétiques. Je prends un noyau, je mets un champ magnétique, donc je le perturbe, j'enlève le champ magnétique et je regarde comment le noyau il revient à sa position initiale. Donc, la question qu'on doit se poser il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on veut utiliser un champ magnétique pour perturber les atomes, il faut savoir si les noyaux des atomes, ils vont être sensibles à ce champ magnétique. Donc, la première question à se poser est donc de savoir si les noyaux ont des propriétés magnétiques et si oui, lesquelles. Alors, pour ça, il faut revenir un peu dans l'histoire. On va revenir en 1936. En 1936, c'est toute la période où la physique quantique elle a commencé à émerger. Donc, à émerger. On se situe vers la période d'Einstein, après la Première Guerre mondiale, et on se situe dans le laboratoire de Einstein, qui fait des expériences sur les atomes. Et il fait une expérience sur les atomes d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un four, il met les atomes d'argent dans ce four, et à distance de ce four, il met une cible. En fait, c'est quoi tout son principe? C'est de savoir, quand je propulse un atome, est-ce qu'il va aller tout droit ou est-ce qu'il va monter en haut et en bas? Et donc, lui, il fait ça sans condition initiale. Donc, il prend le four, il propulse les atomes sur une cible et il tombe sur l'image de droite. Donc, tous les atomes sont situés sur la même ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un champ magnétique et il met son four, il met sa cible et il met le champ magnétique au-dessus. Et il constate une chose, c'est qu'en présence du champ magnétique, les atomes ils se répartissent en haut, en bas, mais jamais au milieu. En haut, en bas et jamais au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Première chose, c'est que les atomes ils sont sensibles à un champ magnétique, puisqu'on a obtenu une image différente qu'en l'absence du champ magnétique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les atomes sont quantifiés. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à que certaines positions. Ils sont montés en haut, ils sont allés en bas, mais ils ne sont pas partis ailleurs. Ça montre qu'en présence d'un champ magnétique, on révèle les propriétés quantiques de l'atome et ça montre que les atomes sont sensibles au magnétisme et les atomes sont quantifiés. C'est toute la base de la physique quantique. Et donc, en fait, il fait une petite carte postale avec ces deux clichés et il envoie à Niels Bohr. Et Niels Bohr, lui qui était un opposé de la physique quantique, il reconnaît que les atomes sont quantifiés. Donc voilà, ça c'était un peu la partie historique. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que certains atomes se comporteraient comme des petites boussoles et auraient des propriétés magnétiques et seraient donc sensibles à des modifications de leur environnement magnétique. Ça, c'est la première constatation qu'on a fait. Et la deuxième constatation, c'est que les atomes se répartissent spécifiquement à deux endroits différents. Ça suppose que les atomes n'auraient le droit à certaines positions. OK? Donc, finalement, les atomes sont concernés par la physique quantique. Le noyau des atomes est quantifié. Donc, puisqu'on a vu que les atomes sont quantifiés, comment on les décrit de façon quantique? Vous avez vu que les électrons, quand ils sont décrits de façon quantique, on dit qu'ils sont dans des cases, qui sont orientés vers le haut, vers le bas, etc. Donc là, on veut faire la même chose avec les protons et avec les neutrons. Donc, pour décrire le noyau des atomes de façon quantique, on va devoir parler de la notion de spin. Le spin, c'est une caractéristique de certains noyaux qui décrit sa réponse face à une perturbation magnétique. En fait, si vous voulez, le spin,
c'est l'orientation de l'électron. Lorsque l'électron va aller en haut, c'est qu'il va être de spin positif. Lorsque l'électron, le nucléon, il va aller en bas, ça veut dire qu'il va être de spin négatif, tout simplement. Donc le spin, c'est ce qui nous dit, ce qui nous décrit le comportement d'un noyau, d'un nucléon face à un champ magnétique. OK? Donc, il faut savoir que tous les atomes ne possèdent pas des propriétés magnétiques. Pour mieux comprendre pourquoi certains atomes ont des propriétés magnétiques et d'autres non, il faut tout d'abord comprendre comment les nucléons se répartissent au sein du noyau. Donc, les nucléons, au sein du noyau, ils sont organisés comme les électrons dans les orbitales atomiques et ils sont associés à 4 nombres quantiques, n, qu'on appelle le nombre quantique principal, L, qu'on appelle le nombre quantique secondaire ou nombre quantique orbital, M, le nombre quantique magnétique ou le nombre quantique magnétique orbital, et S, le spin. Donc, N, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entier non nul qui caractérise la couche occupée par le nucléon. Donc, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Ouais, vous la voyez ou pas ma souris? Ouais. Oui. Oui. Attendez, je vais voir si je ne peux pas mettre un pointeur. Ah. Une seconde. Ah, voilà. Voilà. Donc, regardez. Donc, N, c'est la couche dans laquelle se trouve le nucléon. Donc, dans une couche, on va pouvoir introduire N facteurs de N plus 1 nucléons. C'est-à-dire que dans la première couche, on va pouvoir placer 1 fois 2 nucléons. Ce qui veut dire au total qu'on pourra placer 4 nucléons. Donc, parce que c'est 2 nucléons de chaque type. Et on constate que dans la première couche, si vous voyez ici la première coupole, on a 2 protons et on a aussi 2 neutrons. OK? Donc, les 2 protons, ils sont situés en bleu et les 2 neutrons, ils sont représentés en orange. Donc, ça, c'est pour la première couche. La deuxième couche, on va pouvoir placer 2 fois 2 plus 1 nucléon, donc 2 fois 3 nucléons, ce qui fait au total 6 nucléons. Et on constate que dans la deuxième couche, on a 6 bleus et 6 rouges et 6 oranges. OK? Donc ça, c'est un piège qui est courant au concours. C'est qu'on vous dit, dans la couche numéro 1, on peut placer 2 nucléons. C'est faux. On peut placer 2 nucléons de chaque type. Dans la couche numéro 2, on peut placer 6 nucléons. C'est faux. C'est 6 nucléons de chaque type. Donc au total 12 nucléons. Chaque année, il fait tomber le piège. Donc notez-le. C'est important. Donc ça, c'est pour le nombre quantique numéro 1. Donc le nombre quantique n. Alors, attendez, j'ai reçu des messages. Ah, ouais, j'ai l'impression que je ne vous entends pas. Hein. Comment on fait là? Bon, c'est pas grave. Écoutez, si vous avez des questions, posez-les-moi en message et je répondrai. Donc, le nombre quantique orbital, c'est le deuxième nombre quantique. Donc, il permet de quantifier la norme du moment cinétique orbital du nucléon. En fait, le deuxième nombre quantique, c'est le nombre qui va nous dire comment est-ce que le nucléon il tourne dans sa couche. Donc, ce chiffre, c'est en réalité la vitesse à laquelle le nucléon il tourne autour de l'axe de l'orbital. Et ce nombre, il peut varier de 0 à n-1. Donc, dans la couche numéro 1, il y a un seul nombre quantique, c'est L égale 0. Donc, si on veut se donner une représentation, attendez, une représentation un peu plus claire de ce que représente L.
L, en réalité, c'est l'axe sur lequel le nucléon va tourner autour. Donc ça, c'est L. Donc L, il est lié, à la vitesse du nucléon. La deuxième chose qui va permettre de définir L, c'est ce qu'on appelle le moment magnétique qu'on note mu. En réalité, lorsqu'un nucléon il tourne autour d'un axe, une charge qui est mise en mouvement, ça crée un champ magnétique. Okay, donc, chaque nucléon va créer, lorsqu'il va se mettre en mouvement, un champ magnétique. Et ce champ magnétique, on va le noter mu. Ce moment mu, il est directement lié au nombre quantique secondaire par un coefficient qu'on va noter gamma et qu'on appelle le rapport gyromagnétique. Donc, on note que la relation entre le moment magnétique et le moment cinétique, c'est un coefficient de proportionnalité qu'on appelle le rapport gyromagnétique. Et ce rapport gyromagnétique, qu'on appelle le rapport gyromagnétique. Et ce rapport gyromagnétique va quantifier la vitesse de précession de la particule. Et il a pour unité le mégahertz par Tesla ou le hertz par Tesla. Donc retenez bien ça. Et retenez bien que le moment magnétique, il est lié à la charge. Tout ce qui est magnétique, c'est lié à la charge. Donc, mu est lié à la charge. Grand L, c'est le moment cinétique. Qui dit cinétique dit masse. L'énergie cinétique, c'est en rapport avec la masse. Donc, L, c'est le moment cinétique. Et le moment cinétique, c'est la masse. Donc, en réalité, le rapport gyromagnétique, qui est gamma, c'est égal à mu sur L. On est d'accord? Donc, c'est égal en réalité au rapport entre la charge et entre la masse. Donc, plus un atome il va être chargé et il aura une masse faible, plus son rapport gyromagnétique va être élevé. Et en réalité, ça nous donne un indice déjà sur les atomes qu'on va étudier en RMN. Les atomes qu'on va étudier en RMN, ça va être les atomes qui ont le plus grand nombre de protons, donc le plus grand nombre de charges, pour le plus faible nombre de nucléons, donc le nombre de masses. Donc ça, c'est pour le nombre quantique L. Ensuite, on a le nombre quantique M. Donc le nombre quantique M, ça définit la projection de la trajectoire du nucléon autour de l'axe de la rotation. Autrement dit, le nombre L, ça définit l'axe autour duquel la particule tourne, et M, ça va définir l'inclinaison de la particule par rapport à cet axe. Donc, si vous voulez, l'axe désigné par le numéro 1 a une position qui est donnée par le nombre quantique orbital, donc le nombre L, et le cône désigné par le numéro 2 a un évasement, donc a une inclinaison par rapport à l'axe L, qui nous est donné par le nombre M. OK? Donc, l'axe, c'est nombre quantique orbital, et inclinaison par rapport à l'axe, c'est nombre quantique magnétique orbital. OK? Donc, ça varie de moins L à plus L. Donc, si L il est égal à 1, il y aura 3 possibilités d'inclinaison. C'est ce qu'on voit ici. Autour d'un axe, un seul axe, il y a 1, 2, 3 possibilités d'inclinaison. Et enfin, on va passer au dernier nombre qui s'appelle le nombre de spins. Et ce nombre de spins, c'est très simple à comprendre. Ça va nous dire si donc, on a l'axe, on a l'inclinaison et on a en haut et en bas. Et bien, en fait, le nombre de spins va nous dire si l'atome, le nucléon, il est situé en haut, sur les cônes d'en haut ou sur les cônes d'en bas, tout simplement. Donc, L, c'est l'axe, M, l'évasement, et S, si c'est égal à plus 1,5, ça veut dire que notre nucléon il va être sur les cônes d'en haut, et si c'est égal à moins 1,5, ça veut dire qu'il va être sur les cônes d'en bas. Donc, le nombre quantique de spin ne peut prendre que deux valeurs, donc moins 1,5 et plus 1,5. Il indique dans quel sens le nucléon est dirigé et rend compte de la rotation de celui-ci autour de son propre axe. Donc, ça permet de définir la norme du moment angulaire du nucléon. Donc, c'est juste une grandeur qui a été définie
à partir du nombre S. Donc, c'est une formule à connaître dans le cours. Je ne sais pas exactement à quoi elle se rapporte, mais retenez que la norme du moment angulaire du nucléon, c'est égal à la constante de Planck divisée par 2pi fois la racine de S facteur de S plus 1. Ça, franchement, je ne sais pas à quoi ça se rapporte. Je n'ai jamais compris cette formule en 3 ans. Donc voilà, ce que je vous disais, lorsqu'un nucléon, il est placé sur les cônes d'en haut, il a un spin de plus 1,5. Lorsque le nucléon il est placé sur les cônes d'en bas, il a un spin de moins 1,5. Et voilà. Donc finalement, un nucléon, si on résume, c'est si on veut le situer dans un atome, il faut d'abord définir l'axe, il faut d'abord définir le cône, et ensuite, il faut définir s'il est en haut et en bas. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de rendre compte de son mouvement. Donc, c'est bien beau de savoir où il est positionné, mais comment est-ce qu'il tourne? Alors, le nucléon, il a deux mouvements. Il tourne autour d'un axe et il tourne autour de lui-même. C'est un peu comme la Terre et la Lune. Si vous voulez, la Terre, c'est l'axe L. La Lune, c'est notre nucléon. Et la Lune, elle tourne autour de soi-même et elle tourne aussi autour de la Terre. Donc, elle tourne autour de elle-même en 30 jours. Elle tourne autour de la Terre en 365 jours. Donc, c'est pareil pour le nucléon. Il tourne autour de lui-même et il tourne autour de l'axe du nucléon, autour de l'axe L. Et en réalité, il y a un moment, il y a une formule qui permet de rendre compte de ces deux mouvements. C'est ce qu'on appelle le moment angulaire total, qu'on appelle J. Et c'est très important ce nombre J, parce qu'à partir de ce nombre J, on va pouvoir calculer le nombre de nucléons qui se trouvent dans une orbitale nucléaire. Okay. Donc ce nombre J, c'est le nombre L plus le nombre S. OK? C'est L plus S en valeur absolue. Donc, si vous voulez, je vous mets ici un petit schéma. Donc, on a notre cône, ici ce qu'on appelle le moment angulaire orbital. Donc, c'est le cône autour de l'axe L. On a le cône qui est formé par la précession du nucléon autour de son axe. Donc, la précession, c'est la rotation. Et on a J, qui est la résultante des deux. Donc, ça doit être des calculs un peu techniques. Mais en tout cas, le moment J, c'est finalement, si vous voulez, c'est le résumé des deux mouvements. Donc, on va faire un petit exercice pour savoir si tout le monde est bon. Donc, je vais vous laisser, je vais vous donner une formule. Donc, la formule qui est donnée dans le cours, c'est 2J plus 1. C'est qu'on peut placer 2J plus 1 nucléons de chaque type dans chaque orbitale nucléaire, donc dans chaque couche. Donc, calculer le nombre, à partir de ça, il va falloir calculer le nombre total de nucléons que compte la couche numéro 2. Donc, je vous laisse 3 minutes et après, je corrige. Donc, on va voir ceux qui réussiront et je corrigerai quoi qu'il arrive. Voilà, on va corriger. Donc, vous avez trouvé combien?
Vous avez trouvé quelque chose? Bon, on va corriger. Donc, la formule, c'est qu'on peut placer 2J plus 1 nucléons de chaque type dans une couche. OK? Donc, on sait que J, c'est égal à L plus S. On est d'accord? Donc, si là, on cherche le nombre total de nucléons que compte la couche numéro 2. Donc, si on est dans la couche numéro 2, ça veut dire que L, il va pouvoir prendre deux valeurs. Il va pouvoir soit, il va pouvoir soit prendre la valeur de 0, soit prendre la valeur de 1, puisque L, il varie entre 0 et n-1. Ça, c'est une première chose. Maintenant, le spin, lui, il prend seulement deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5. On est d'accord? Maintenant, on sait que J, c'est L plus S en valeur absolue. Donc finalement, si on a L plus S en valeur absolue, tout ce qui est spin négatif, tous les spins de moins 1,5, on les met de côté. Donc finalement, J, ça peut prendre seulement deux valeurs, soit 0, donc L égale 0 plus 1,5, soit L égale à 1 plus 1,5. Donc au total, J égale soit à 1,5 ou 3,5. OK? Donc ça, c'est les deux valeurs de J. Maintenant, on sait qu'on peut placer 2J plus 1 nucléon dans chaque couche. Donc, si J égale à 1,5, 2J plus 1, ça nous fait 2. Et si J égale à 3,5, 2J plus 1, ça nous fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, il y aura 6 nucléons de chaque type dans cette couche, ce qui fait au total 12 nucléons. Donc ça, c'est la formule qui vous est donnée dans le cours. Moi, au début, je vous ai parlé d'une autre formule où je vous ai dit que le nombre total de nucléons qu'on peut placer dans une couche, c'est n facteur de n plus 1. Cette formule, elle marche aussi, sauf qu'elle n'est pas marquée dans le cours. La formule qui est marquée dans le cours, c'est celle que je viens de vous dire, mais elle marche aussi bien. Si je fais n facteur de n plus 1 pour la couche numéro 2, ça me fait 2 facteur de 2 plus 1, 2 fois 3, 2 fois 3 égale 6 nucléons de chaque type. OK? Donc après, je vous ai mis un autre exercice pour ceux qui le voient. Donc, on a vu maintenant comment les spins sont un peu, enfin les nucléons. Le prof, il appelle les nucléons des spins. Donc, donc si vous m'entendez dire spin, ça veut dire que c'est pareil que nucléon. Donc maintenant, une fois qu'on a vu comment les spins sont organisés au sein du noyau, on va voir comment, de manière pratique, donc dans la vraie vie, ils sont organisés dans la matière. Donc, dans un atome, les spins, ils sont répartis de manière totalement aléatoire. Donc, ils sont orientés de manière totalement aléatoire. Ça veut dire que il y aura, si je reprends mon petit diagramme qui est ici, il n'y aura pas 2 spins en haut et 4 spins en bas. Comme c'est totalement aléatoire, il y aura un spin en haut et un spin en bas. Un spin en haut et un spin en bas. C'est-à-dire que à chaque moment, et là c'est très important de retenir cette notion, on peut trouver pour chaque nucléon de spin d'un signe un autre nucléon de spin opposé. Je m'explique. Comme il y a autant de chances qu'un spin se retrouve en haut qu'il se retrouve en bas, donc finalement, le spin qui est en plus 1,5, eh ben, il est annulé par son spin qui est situé en moins 1,5. Et pareil, le spin qui est en bas, et avec cette angulation-là, il est annulé par le spin qui est en haut avec la même angulation. C'est-à-dire que même si chaque nucléon il génère un champ magnétique par lui-même, et étant donné qu'il a un nucléon qui est opposé à lui, ce champ magnétique, on ne peut pas le percevoir. Donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème puisque une fois que les nucléons ils sont appareillés, eh ben, même si chacun des nucléons pris séparément a un champ magnétique, eh ben, les nucléons de manière globale, si je regarde de manière globale mon atome, j'ai autant de plus que de moins. Alors, une seconde. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. J'ai autant de plus que de moins. Donc, c'est une grande problématique. Et en fait, si on essaye de rentrer dans cette logique-là,
Cette problématique, elle est résolue si on a un nombre de spins qui est impair. C'est la réalité, puisque ici, le spin d'en haut, pardon, le spin rouge, il est annulé par le spin rouge de signe opposé. Le spin bleu, il est annulé par le spin bleu de signe opposé. Par contre, le spin qui est entre les deux, qui est sur l'axe, qui est en plein milieu, ben lui, il est annulé par personne. Et comme il est annulé par personne, eh ben, on va pouvoir mesurer ce spin. Autrement dit, même si dans un noyau, j'ai des spins, 15 spins de plus 1,5 et 15 spins de moins 1,5, je ne pourrais pas le mesurer, ce noyau. Mais si par contre, j'ai 15 spins de plus 1,5 et 16 spins de plus 1,5, eh ben, le champ magnétique total de mon noyau, ça va être un spin de moins 1,5. OK? Donc, comme vu, dans le noyau, sur chacune des couches, les nucléons, protons et neutrons se combinent en opposition selon un principe d'exclusion par paire de particules sans mélange d'espèces. C'est-à-dire qu'on met les neutrons d'une part, les protons d'une part, et on les considère séparément. Donc, le spin nucléaire total est donc nul si tous les nucléons sont appariés. Cependant, si au moins un des nucléons est non apparié, le spin nucléaire total deviendra non nul. Ce seront donc ce type d'atomes qu'on étudiera en RMN. Donc finalement, grande règle à retenir, on étudie en RMN que les noyaux qui ont soit leur nombre de neutrons qui est impair, soit leur nombre de protons qui est impair, soit qui ont les deux impairs, mais jamais, on n'étudiera jamais, au grand jamais, un atome qui a son nombre de protons pairs et son nombre de neutrons pairs, parce que dans ce cas-là, ça ne génère pas de champ magnétique. Donc, ça, c'est les règles un peu théoriques qui vous sont données dans le cours. Donc, lorsque le nombre de neutrons et le nombre de protons sont chacun impairs, le spin est de 1, c'est la réalité. Si j'ai un nombre de spins qui est impair, si j'ai un nombre de neutrons qui est impair, on aura forcément un qui sera non apparié, donc ça va me donner un plus 1,5 dans les neutrons. Si j'ai le nombre de protons qui est impair, j'ai forcément un proton non apparié qui a plus 1,5. Donc, mon spin total, ça va être 1. 1,5 plus 1,5. Si maintenant j'ai le nombre de protons ou le nombre de neutrons qui est impair, le spin total, il va être de 1,5. Puisque les neutrons, ils sont pairs, donc tous ils sont appariés, donc le spin est de 0. Les protons, ils sont impairs, donc la plupart, ils sont appariés, sauf un qui a un spin de plus 1,5. Donc le spin total, il est de 1,5. OK? Donc, je vais vous poser une petite question pour savoir si vous avez compris. À votre avis, est-ce que l'atome d'hydrogène, on peut l'étudier en RMN? Si vous pouvez m'écrire dans le... Très bien, oui, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que on voit qu'il possède seulement un proton. Un proton, c'est impair, et donc son spin, il va être de 1,5. Donc s'il a un spin positif, qui est non nul, eh ben, on pourra l'étudier en RMN. Et pour vous dire, l'atome d'hydrogène, c'est en réalité l'atome, un des seuls atomes qu'on étudie à l'hôpital en RMN. C'est-à-dire, en pratique courante, l'hydrogène, c'est vraiment le gold standard, c'est l'atome par prédilection qu'on va étudier en RMN. Maintenant, est-ce que l'atome d'hélium, on va pouvoir l'étudier? Non, très bien. Pourquoi? Parce que l'atome d'hélium, il va posséder 2 protons, 2 neutrons, donc A est pair, Z est pair. Le spin nucléaire total égale à 0, donc la RMN est impossible. Dernier exercice, est-ce que l'atome de deutérium, on va pouvoir l'analyser en RMN? Oui, très bien. L'atome de RMN, on va pouvoir l'analyser en RMN. Pourquoi? Parce que il a un proton et un neutron. Donc un proton non apparié et un neutron non apparié, ça fait 1,5 plus 1,5. Le spin nucléaire résultant est de 1, donc la RMN est possible. Donc, toute la partie sur savoir si les atomes ont des propriétés magnétiques et savoir
quels atomes ont des propriétés magnétiques, on l'a faite. Maintenant, on va passer on va terminer cette partie, donc on va conclure sur une dernière notion et on va passer aux 3 étapes de l'ARMN. Donc, l'IRM, si on prend la définition, ça consiste à cartographier les hydrogènes de l'eau selon leur densité et leurs caractéristiques de relaxation. Donc, dans le corps, si vous voulez, le corps, il est constitué de 3 atomes. Il est constitué de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ça, c'est vraiment les 3 grands atomes qui constituent le corps. Donc, a priori, en IRM, on étudie seulement les hydrogènes, l'hydrogène des membres du corps. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on n'a pas choisi d'utiliser l'oxygène ou choisi d'utiliser le carbone. Donc, pour quelle raison on a préféré les atomes d'hydrogène aux autres atomes pour les analyses RMN? Alors, pourquoi? En fait, la raison est très simple. C'est seulement pour une question de sensibilité. Lorsqu'on met les atomes d'hydrogène dans un champ magnétique externe, eh ben, les atomes d'hydrogène vont beaucoup plus réagir qu'un atome de carbone ou qu'un atome d'hydrogène. Comment on l'a su ça? On l'a su grâce à ce que je vais vous dire de suite. Donc, dans le cas où le spin total d'un noyau est différent de 0, on peut assimiler ce noyau à une sphère d'une certaine masse et d'une certaine charge qui tourne autour de son axe. Rien de particulier. Si on considère la masse en rotation, elle va développer une énergie cinétique et cette énergie cinétique, elle va être quantifiée. Donc la quantité de cette énergie cinétique, elle va être donnée par une grandeur qu'on appelle le moment cinétique et qu'on note N. Maintenant, si on considère la charge en rotation, elle est caractérisée par une grandeur qu'on appelle le moment magnétique, qu'on note mu. Il y a une grandeur qui va permettre de relier les deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le rapport gyromagnétique. Donc, dans l'encadré rouge, on voit que moment magnétique égale rapport gyromagnétique fois moment cinétique. Donc, en réalité, le rapport gyromagnétique, ça va être le critère pour nous dire comment un atome va être sensible à un champ magnétique. Et on constate une chose dans la formule précédente, c'est que ce rapport, il est proportionnel à la charge. Comme vous le voyez, il est proportionnel à mu, qui est en réalité un reflet de la charge. Et il est inversement proportionnel à la masse, puisque la masse, c'est L, le moment cinétique. Et en RMN, on étudiera préférentiellement les atomes pour lesquels la charge est la plus grande et la masse est la plus faible. Ok, donc tout ça c'est très beau. Maintenant, pourquoi l'hydrogène? Il faut revenir à notre question initiale. Et pourquoi l'hydrogène? C'est parce que l'hydrogène, c'est celui qui a une masse pour une charge. Si je prends l'hydrogène, c'est un proton. Un proton, c'est une charge, une masse. Si je prends le carbone, c'est 6 protons et 6 neutrons. Donc, ça me fait en réalité 6 charges pour 12 masses. Mon rapport gyromagnétique, il va être égal à 1,5. Alors que pour l'hydrogène, mon rapport gyromagnétique, il va être égal à 1, une masse, pour une charge égale à 1. OK? Donc, le rapport gyromagnétique étant le plus élevé pour l'hydrogène, on va étudier préférentiellement l'hydrogène en RMN. Donc, si on veut résumer un peu, entre guillemets, l'introduction, donc les nucléons, ils se répartissent dans les sous-couches selon un modèle quantique. Seuls les atomes qui ont un spin différent de 0 peuvent être observés en RMN. On étudiera préférentiellement l'hydrogène, car il possède un magnétisme élevé. OK? Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est pour la partie introduction. Il ne nous reste plus trop de temps, il nous reste 20 minutes, donc je vais avancer le maximum sur la deuxième partie. Et le reste, malheureusement, vous n'aurez que le choix de le regarder par vous-même ou m'envoyer des questions par SMS. Mais on va juste poser les bases de la méthode. Donc, l'ARMN, ça étudie la composante magnétique d'un rayonnement électromagnétique pour perturber, mesurer l'interaction entre les moments magnétiques de certains noyaux et un champ magnétique statique intense.
Donc là, je vous ai mis une petite image pour expliquer cette phrase qui est un peu barbare. Donc, j'ai mon noyau donc, que j'appelle mon spin. Ouais. Mon spin, je vais l'exciter. Je vais l'exciter grâce à quoi? Grâce à une onde électromagnétique. Vous voyez la flèche ici qui représente mon onde. On va l'exciter, et ensuite, l'onde, on va l'enlever. Une fois que l'onde va être enlevée, mon spin, donc, qui est en train de tourner, eh ben, il va se relaxer. Il va commencer à tourner de moins en moins vite, et il va revenir à sa position de départ. Et en fait, c'est la vitesse de décélération et le temps que prend ce noyau à revenir à sa position initiale qu'on va étudier en IRMN, en IRM ou en RMN. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, si quelqu'un a passé un IRM parmi vous et a vu son compte rendu, sur les IRM, c'est marqué T1, T2. T1, T2, c'est en fait les temps que mettent les noyaux à revenir à leur position initiale. Et c'est quoi l'intérêt de cette méthode, si vous voulez? C'est que mes spins, supposons que j'ai 4 noyaux d'argent. OK? Donc 4 noyaux d'argent, ça me fait 4 spins de plus 1,5. Ces 4 spins de plus 1,5, je vais les perturber grâce à une onde qui va être centrée sur leur fréquence de précession. Parce qu'il faut savoir un grand principe en RMN, c'est que nos spins y tournent. Si on veut les perturber, il faut envoyer une onde électromagnétique qui a une fréquence, qui a la même fréquence de la vitesse de rotation du spin. Donc ça, c'est hyper important. On va le revoir après. Cette fréquence-là s'appelle la fréquence de Larmor. Donc, j'envoie mon onde électromagnétique et tous mes spins vont basculer. Donc, je les perturbe. S'ils étaient en haut, une fois perturbés, ils vont être en bas. Ensuite, j'enlève l'onde électromagnétique et mes spins ils vont remonter. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que, imaginons, je prends un rat, OK, qui est tout à fait normal, sauf qu'au niveau de son oreille, imaginons, il a une tumeur cancéreuse. Eh bien, on a constaté une chose, c'est que si on fait la même chose, donc on fait un IRM ou une RMN sur notre rat, ben, tous nos spins ils vont être en haut. Donc là, on a les spins normaux et en rouge, on a les spins cancéreux. Donc on fait pareil, on les perturbe. Après l'application de l'onde, tous nos spins basculent. Et on se rend compte d'une chose, c'est que lorsqu'on enlève l'onde, les spins normaux remontent, les spins cancéreux remontent, mais le temps compris les spins normaux pour remonter est différent que le temps compris les spins cancéreux pour remonter. En fait, c'est hyper intéressant parce que l'IRM, ça va nous permettre de localiser peut-être des tumeurs, des cancers, des anomalies, des masses de tissus qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les tissus environnants. Et c'est en fait une des grandes utilités de l'ARMN. OK? Donc, finalement, on a vu la pertinence de la RMN et on a vu les 3 étapes. Maintenant, on va décortiquer un peu chaque étape. Donc, première étape de la RMN, ça va être de mettre tous les spins vers le haut. OK? Puisque nous, on veut tout étalonner. Donc, on a nos spins. Donc, imaginons dans ma thyroïde, j'ai plein de spins diode. Ouais. Mes spins diode, ils sont par là, ils sont par là, ils sont par là, ils sont par là. Moi, ce que je veux, c'est tous les mettre droits et tous ensuite les faire basculer. Donc, pour tous les mettre dans la même direction, tous les ordonner, je vais appliquer un champ magnétique intense extérieur. Donc, je mets tous mes spins vers le haut. Ça, c'est la première chose. Ça s'appelle la polarisation. Donc, première étape, polarisation. Deuxième étape, je fais basculer mes spins. Donc, soit je les fais basculer à 90 degrés, soit je les fais basculer à 180 degrés. Dans le cours, ça va être 90 degrés. Donc, je prends mes spins, hop, je les fais basculer. Troisième étape, j'enlève l'onde et je regarde, je mesure le temps de relaxation des spins, donc le temps que les spins vont faire pour revenir à leur position initiale après arrêt de l'onde électromagnétique. Donc ça va être les 3 étapes et on va les analyser. On va essayer de les analyser. Il nous reste 12 minutes, mais on va
on va essayer de faire au moins polarisation et relaxation. Donc, polarisation. Donc, même si un noyau possède un spin nucléaire résultant différent de 0, le moment magnétique d'un noyau n'est pas directement mesurable. Cette répartition aléatoire entraîne qu'au niveau d'un ensemble de spins, l'aimantation globale est nulle, et donc nécessaire pour pouvoir mesurer les propriétés magnétiques des noyaux, de les faire interagir avec un champ magnétique statique extérieur. Donc c'est ce que je vous disais. A priori, même si je prends mes noyaux, je sais pas, je prends un fil en métal et je sais que ce fil en métal, il contient des noyaux d'argent et que ces noyaux d'argent, on peut les mesurer en RMN, et ben, le fil en métal, en soi, je ne peux pas le mesurer en RMN parce qu'à l'intérieur de ce fil en métal, tous mes spins ils vont n'importe comment. Donc, j'ai un plus un demi par là, plus un demi par là, plus un demi par là. Donc, je ne peux pas les interpréter. Donc, la polarisation, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à prendre tous les spins. Les spins positifs, les spins négatifs, les spins négatifs, ils sont représentés en orange. Donc, tous, je les raccorde par la base. Les spins positifs, tous, je les raccorde par la base. Ça a pris un temps fou de faire ça. Et grâce à quoi? Grâce à un champ magnétique extérieur que j'appelle B0. Et donc là, j'ai tous mes spins. Donc là, j'ai les spins négatifs. Là, j'ai les spins positifs. Comme on a dit tout à l'heure, pour interpréter un noyau en RMN, il faut que le nombre de spins positifs soit différent du nombre de spins négatifs. Donc là, j'ai 4 négatifs, j'ai 6 positifs. Donc finalement, la résultante totale, elle va être orientée vers le haut et dans le sens de B0. Donc l'étape de polarisation, c'est quoi? C'est que je prends tous mes spins, je les colle par leur origine et il y a un vecteur global de ces spins qui va résulter de ça et qui va être orienté dans le sens de B0. OK? Donc, d'un point de vue macroscopique, la somme vectorielle des moments magnétiques crée une aimantation résultante dans le sens de B0, et cette aimantation, on l'appelle M0. Donc, B0, c'est le vecteur du champ magnétique externe B0. B0, c'est une grandeur, en fait, c'est la valeur du champ magnétique. Et M0, qui est en fait le vecteur bleu ici, le vecteur bleu clair, c'est la résultante de l'aimantation globale de tous les spins lorsqu'ils sont orientés. Comme je vous l'ai mis ici, l'aimantation globale M0, c'est ma flèche bleue. OK? Donc là, on va être un peu plus calculatoire. Donc là, c'est une figure que le prof met en cours. Donc, j'ai tous mes spins. Ouais. Tous, ils sont accolés par leur base. Donc, toutes les flèches qui sont vers le bas, ici, il les appelle bêta. Et ils sont accolés à tous les spins qui vont vers le haut. Ici, on constate qu'il y a plus de spins qui vont vers le haut que de spins qui vont vers le bas en présence de mon champ magnétique externe B0. Donc, M alpha est supérieur à M bêta. Donc, M alpha plus M bêta, ça va me donner un vecteur que je vais appeler M0. Et ce vecteur M0, il va être orienté dans le sens de M alpha. Donc, l'aimantation globale, c'est ce vecteur M0. Et ce vecteur M0, alors là, je crois que c'est la formule la plus difficile de l'UE3. La valeur de M0, elle nous est donnée par cette formule-là. C'est la valeur de l'aimantation globale au cours de la polarisation. Donc, M0, c'est égal au nombre au nombre de spins, donc au nombre de protons, donc de neutrons, facteur du rapport gyromagnétique au carré, facteur de la constante de Planck divisé par 2 pi le tout au carré, facteur du champ magnétique externe B0 divisé par 4 fois K, qui est la constante de Boltzmann, fois T, qui est la température. OK, donc, pour se simplifier la vie, tout ce bloc-là, hop, tout ce bloc-là, on l'a réuni dans une grandeur qu'on appelle chi, c'est ce petit x-là. En fait, x, c'est n gamma carré, h bar carré, divisé par 4kt. OK? Donc
faites attention, au concours, il fait tomber cette formule. Et moi, mon année, j'avais perdu des points dessus, puisqu'il avait dit, l'aimantation globale dépend de la constante de Planck divisée par 8. C'est vrai en réalité parce qu'on a le H-bar. Donc voilà, j'avais perdu des points dessus, malheureusement. OK. Donc ça, c'est pour l'aimantation globale. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. Ah oui. Non, ça va. OK. Très bien. Donc ça, c'est la polarisation d'un point de vue un peu quantique. Maintenant, on va voir la polarisation d'un point de vue énergétique. OK? Donc, on sait que nos spins, ouais, ils ont ce qu'on appelle leur moment magnétique. OK? Le moment magnétique, c'est mu. Ouais, on est d'accord, quand un spin tourne, il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique, on l'appelle mu. Dans ce champ magnétique mu, on a dit qu'il interagit avec le champ magnétique qui est là pour ordonner les atomes, avec le champ magnétique B0. Et dans le cours, on vous donne une formule qui nous est donnée, qui en fait va décrire l'intensité de l'interaction entre mon spin et mon champ magnétique B0. Donc l'intensité ou l'énergie d'interaction, elle est égale à l'opposé du produit scalaire entre mu et B0. Alors, ne me demandez pas d'explication. Là, vraiment, cette formule, j'arrive à la manipuler, mais je ne comprends pas son sens. Je ne vois pas pourquoi ce sera le produit scalaire. Mais en tout cas, retenez que l'énergie, l'intensité de l'interaction, c'est produit scalaire. C'est l'opposé du produit scalaire entre mu et B0. Maintenant, vous savez que le produit scalaire, c'est égal à quoi? C'est égal à norme du vecteur U fois norme du vecteur B0 fois le cosinus de l'angle qui est formé entre mu et B0. Maintenant, le cosinus de l'angle qui est formé entre mu et B0, vous êtes d'accord avec moi que c'est 0, puisque B0 il est orienté vers le haut, mu il est orienté vers le haut. Si on fait l'angle, ben, ça me fait 0. Et on sait que le cosinus de 0, ça me fait 1. Donc, en réalité, l'énergie d'interaction entre mu et B0, c'est égal au vecteur Z, puisque on sait que en présence de B0, mu, il se met tout droit, donc sur l'axe de Z, fois B0 avec un moins devant. Parfait. Donc, en présence de B0, comme on l'a dit tout à l'heure, les spins ils vont s'orienter de deux manières différentes, de deux facteurs de I plus 1 façon différente. Donc, soit ainsi pour un noyau d'hydrogène, I2, les spins pourront s'orienter de deux façons différentes. Donc là, pour faire simple, comme je vous ai montré tout à l'heure, si j'ai de la matière avec plein de noyaux d'hydrogène, eh ben, mes hydrogènes, on sait qu'ils ont un spin total de 1,5. Donc si j'ai un spin total de 1,5, en présence d'un champ magnétique, j'aurai 1,5 en haut, 1,5 en bas, 1,5 en haut, 1,5 en bas, donc de façon différente. OK. On continue. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je mets mon champ magnétique B0, ouais, lorsque je mets mon champ magnétique B0, mes spins ils vont commencer à tourner sur eux-mêmes. OK? Donc, ils tournaient déjà, mais maintenant, ils vont prendre une vitesse de précession qui va être dépendante du champ magnétique extérieur intense. Le champ magnétique, en fait, il emporte tout sur son passage et c'est ça le but. Il oriente les électrons et il oriente leur vitesse de précession. Donc, parallèlement à l'orientation des spins le long de B0, les spins vont se mettre à précesser, donc à tourner autour de l'axe OZ à la vitesse de W0. Donc, cette vitesse de précession est donnée par la relation suivante. Vitesse de précession des spins au cours de la polarisation, c'est égal au rapport gyromagnétique fois le champ magnétique extérieur intense. OK? Donc, pardon.
Donc, les spins, ils tournent à W0. Et donc, ils ont une certaine fréquence. Donc, la fréquence, c'est quoi? C'est combien de tours ils vont faire par seconde. Ce nombre de tours qu'ils vont faire par seconde, c'est en réalité égal à gamma B0 sur 2pi. Donc, c'est égal à la vitesse angulaire de précession divisée par 2pi. C'est ce qu'on appelle la fréquence de précession ou fréquence de l'Armor. Et en réalité, cette fréquence de précession, cette fréquence de l'Armor, ça va être la fréquence de l'onde qu'on va devoir utiliser pour perturber les noyaux. OK? Donc ça, c'est bon. Donc, tout ça, c'est d'un point de vue énergétique. Maintenant, on va entrer un peu plus dans l'aspect quantique des électrons au cours de la polarisation. Donc, on a dit que la polarisation, ça entraîne la répartition des nucléons sur différents niveaux d'énergie. La valeur du spin, ça va conditionner la valeur des différents états énergétiques créés. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je prends de la matière avec plein d'atomes d'hydrogène, plein d'atomes de carbone, etc. Et j'oriente. Donc, lorsque j'oriente, tous les atomes qui sont situés, qui ont un spin positif, eh ben, ils vont se situer vers le haut. Pardon. Tous les spins qui ont un spin négatif, ils vont se situer dans un état d'énergie qu'on appelle E-bêta, qui va être supérieur à l'état d'énergie E-alpha. Pourquoi? Je reprends. E0, c'est l'énergie 0. E-alpha, c'est l'énergie d'interaction des spins alpha entre E et le champ magnétique extérieur. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'énergie d'interaction, c'est moins mu fois B0. Donc, étant donné que j'ai le moins devant, tous mes spins positifs, ils vont avoir une valeur d'énergie d'interaction qui va être négative. Parce que moins et plus, ça fait moins. Et tous mes spins qui sont négatifs, eh ben, ils vont avoir une énergie d'interaction qui va être positive. Puisque moins et moins, ça fait plus. Donc, si je représente tout ça dans un diagramme énergétique, tous mes spins positifs qui étaient sur les cônes alpha, eh ben, ils ont un état d'énergie d'interaction qui va être négatif. Et tous mes spins négatifs vont avoir un état d'énergie qui est positif. OK? Très bien. Donc, de manière générale, le nombre d'états énergétiques obtenus au cours de la polarisation dépend de la valeur prise par le spin total. En effet, l'énergie d'interaction peut prendre 2i plus 1 valeur de moins i a plus i par pas de 1. Cette valeur d'interaction dépend de la valeur de ms qui peut prendre 2i plus 1 valeur est donnée par la relation E égale à moins gamma ms fois B0 fois H. Alors, donc, je reprends. Là, on rentre dans une partie du cours qui est un peu compliquée. On a dit que un atome qu'on étudie en RMN, il a un spin total. OK, ce spin total, c'est I. Ouais. I, ça peut prendre 2 valeurs ou 3 valeurs. 0, mais dans ce cas-là, le spin il est nul, donc on ne va pas étudier cet atome. 1,5 ou 1. OK? Maintenant, il va y avoir une différence entre les atomes qui ont un spin demi-entier et les atomes qui ont un spin entier. Cette différence, ça va être sur le nombre d'états d'énergie qui va être révélé au cours de la polarisation. Je m'explique. Imaginons, j'ai l'hydrogène, son spin c'est 1,5. Le nombre d'états créés au cours de la polarisation, ça va être égal à 2i plus 1. 2i plus 1, c'est 2 fois 1,5 plus 1. Donc, ça me fait 2. Donc, l'hydrogène, il va avoir 2 états énergétiques créés. Maintenant, si j'ai un atome qui a un spin de 1, ça va me faire 2 fois 1 plus 1
Donc, ça va me faire 3 états d'énergie qui vont être créés. OK? Donc, si je reprends l'hydrogène, son spin total, ça va être 1,5. Donc, le nombre d'états quantiques qui vont être révélés au cours de la polarisation, ça va être moins 1,5 ou plus 1,5. Donc, ce qui suppose que lors de la polarisation, les nucléons se répartissent dans 2 niveaux énergétiques différents. Et c'est ce qu'on a vu ici. E alpha et E bêta. OK? Donc, si je fais la même chose pour le noyau de deutérium, le noyau de deutérium, il a un spin total qui est égal à 1, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, il va avoir 3 niveaux énergétiques, moins 1, 0 et 1. C'est ce qu'on constate ici. OK? Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il nous reste une quarantaine de diapos, mais je ne vais pas vous retenir. Après, voilà, c'est vraiment on rentrait vraiment dans une partie du cours un peu compliquée. Mais je pense que je vais proposer à Dan de faire une deuxième partie du cours parce que c'est important que vous ayez compris ces notions. Donc, je vais lui proposer ça. Mais en tout cas, j'espère avoir été clair. Et voilà, je vous répète, ça serait bien que vous ayez un cours. Et si vous avez des questions sur la RMN, n'hésitez pas. Hein, vous verrez qu'au concours, ce n'est pas le truc qui va vous faire perdre des points, puisque le prof, il est assez gentil. Il fait tomber seulement les trucs qui sont appliqués. Donc, comme je vous ai dit, il va vous dire, je ne sais pas, est-ce que l'atome de carbone, je peux l'étudier en RMN? C'est très simple. Le carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, vous pouvez l'étudier en RMN. Combien de niveaux d'énergie l'atome de carbone? Pardon, c'est 6 protons, 7 neutrons. Donc, je vais pouvoir l'étudier en RMN. Bref, il va vous dire combien d'états d'énergie vont être créés au cours de la polarisation. C'est juste vraiment des trucs appliqués qui vous fait tomber au concours. Il ne va jamais vous faire tomber. L'énergie d'interaction dépend de l'opposé du produit scalaire entre le vecteur mu et le vecteur B0. Ça n'existe pas au concours. C'est vraiment des choses qui sont très faciles, mais qui font appel à la compréhension. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plutôt insisté sur la qualité de la compréhension que sur la quantité, puisque on a fait presque, je pense, un tiers du cours au total. Hein. Donc, je m'en excuse et je vous souhaite bon courage et à plus tard peut-être.